C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours d'anatomie sur la troisième unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil urinaire, sur le rein, organe principal de notre appareil urinaire. Avant de commencer le résumé Tana, on remercie comme à notre habitude les professeurs d'anatomie de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement aujourd'hui professeur Yepra pour être le fabuleux diapo de cours que l'on va utiliser pour être le résumé. Donc, le plan de notre résumé, on va commencer avec une introduction, on va définir l'appareil urinaire, puis le rein, des généralités sur le rein ternant, avec une définition structurelle du rein et les différentes fonctions rénales. On parlera de la situation TAO, où est-ce que le rein se situe, la forme TAO, les dimensions TAO, la couleur et la consistance qui font partie de la description de la surface externe du rein, la configuration externe du rein. On parlera des moyens de fixité, avec le moyen de fixité principal qui est le fascia rénal, l'anatomie topographique, les rapports anatomiques, la structure histologique et bien sûr la vascularisation et l'innervation, sans oublier un petit mot sur l'exploration du rein et les différentes pathologies rénales. L'appareil urinaire est un appareil constitué d'un ensemble d'organes qui aura un but commun, une fonction commune, c'est-à-dire la purification, la filtration du sang de différents déchets métaboliques pour produire, c'est-à-dire sécréter l'urine et ensuite l'excréter, la faire sortir à l'extérieur. C'est un appareil qui va se situer au niveau de la cavité abdominopelvienne. Il y aura des organes dans l'étage abdominal et des organes au niveau de l'étage pelvien, au niveau du pelvis, voire même au niveau du périnée. Les organes formant l'appareil urinaire sont au nombre de 4 si on considère les voies excrétrices comme étant une structure à part entière. On va avoir l'organe principal de l'appareil urinaire, le rein, organe père, rein droit et rein gauche, qui aura pour but de sécréter, c'est-à-dire de produire l'urine. Des voies excrétrices représentées par des tubes au niveau du rein qui vont récolter et ensuite faire excréter l'urine. On aura les calices mineurs ou les petits calices, puis les calices majeurs ou les grands calices qui vont se réunir, nous formant une structure en forme d'entonnoir, le pelvis rénal, ou alors le bassinet rénal, ou alors le pied long. Ce pelvis rénal va ensuite se rétrécir, donnant naissance à une voie excrétrice très connue au niveau de l'appareil urinaire, j'ai nommé les urtères. Les urtères sont des conduits musculo-membraneux qui permettront de lier les reins avec l'organe réservoir de l'appareil urinaire, l'organe de stockage, j'ai nommé la vessie. Et de cette vessie, on aura un orifice qui permettra de faire communiquer cette vessie avec l'organe évacuateur qui permettra de faire évacuer l'urine, j'ai nommé l'urètre. L'organe qui nous intéresse, c'est évidemment le rein. C'est un organe profondément situé de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est un organe pair. On possède un rein gauche et un rein droit. On est capable de vivre, on a la capacité de vivre avec un seul rein, mais la fonction rénale reste quand même indispensable. Organe profondément situé au niveau de la région lombaire, de part et d'autre du rachis lombaire, dans la fosse lombaire, derrière le péritoine pariétal postérieur. C'est un organe rétropéritonéal latéral et en avant donc du plan musculaire de la paroi abdominale postérieure. Organe qui va jouer le rôle de sécréteur de l'urine, mais aussi un rôle glandulaire. Il peut être considéré comme étant une glande, sécrétant plusieurs hormones, dont la rénine, qui a un rôle important dans le système rénine-angiotensine, aldostérone, permettant donc de réguler la tension ou la pression artérielle. La fonction principale reste quand même la sécrétion de l'urine pour être capable de sauvegarder, de réguler l'équilibre intérieur de notre organisme, c'est-à-dire l'homéostasie. Sur les généralités du rein, au niveau de la situation, on sait que c'est un organe qui va se situer au niveau de la région lombaire, de part et d'autre de la colonne vertébrale lombaire. Il va se projeter à hauteur de T11 jusqu'à L2, L3. Le rein droit est situé plus bas que le rein gauche. Il ira donc du bord inférieur de T11 au bord inférieur de L3.
Le rein gauche, par contre, ira du bord supérieur de T11 jusqu'au bord supérieur de L3 ou alors du disque intervertébral L2, L3. Il se situe en arrière du péritoine pariétal postérieur en position rétro-péritonéale et en avant de la paroi abdominale postérieure dans une région qu'on pourra appeler la fosse lombaire. Le rein droit est, comme on a dit, plus bas situé que le rein gauche de par la présence de la glande hépatique du foie au niveau de l'hypocondre droit dans la cavité abdominale. L'axe d'orientation des reins n'est pas vertical, il ne va pas suivre la colonne vertébrale, mais il est plutôt oblique. Il va être orienté obliquement en bas et en dehors. Pour la forme du rein, pour sa configuration externe, le rein a une forme la forme d'un haricot, tout simplement. Il va posséder donc deux bords, un bord convexe qui sera le bord latéral et un bord concave, mahfour, un bord concave qui sera le bord médial. La présence de ces deux bords nous donnera automatiquement deux faces. Une face antérieure, ventrale, visible du coup sur une vue antérieure du rein, et une face postérieure, dorsale, visible en arrière. Avec deux extrémités, deux pôles, une extrémité supérieure ou alors apicale en haut et une extrémité inférieure ou alors caudale en bas, meltet. Pour les dimensions du rein, le rein aura une longueur approximative de 12 cm, une largeur de 6 cm, un diamètre antéro-postérieur ou alors une épaisseur de 3 cm environ, avec une capacité ou du moins un volume avoisinant les 150 cm3. Le poids avoisinera des 120 jusqu'aux 150 grammes, 140 grammes chez l'homme et 125 grammes chez la femme selon ce diapo. Ces données, bien sûr, ces dimensions sont des dimensions standards, des moyennes, qui bien sûr seront variables d'un individu à une autre selon la morphologie et la corpulence du patient ou là du malade. La couleur du rein va avoisiner donc le rouge-brun et il sera de consistance ferme car ce n'est pas un organe qui est totalement creux à l'intérieur. Ce rein va donc se situer en arrière du péritoine pariétal postérieur, en avant du plan musculaire, et il va être plan musculaire de la paroi abdominale postérieure, et va donc être fixé par plusieurs moyens de fixité. Le moyen principal, essentiel pour pouvoir fixer le rein, est rien d'autre que des lames d'aponévrose qui vont délimiter la loge rénale dans laquelle se trouvera le rein et la glande surrénale. C'est ce qu'on appelle le fascia rénal. Sur une coupe sur une coupe sagittale de notre paramédiane de notre cavité abdominale, on peut voir ici le rein entouré par déjà une graisse périrénale constituant la capsule adipeuse du rein, et à l'extérieur, ce que l'on voit en noir n'est rien d'autre que les lames fibreuses d'aponévrose constituant le fascia rénal. Pour mieux observer le fascia rénal, on peut faire une coupe transversale passant par L2, par la deuxième vertèbre lombaire, permettant donc d'observer le rein, la vertèbre lombaire, les deux gros vaisseaux, aorte abdominale et veine cave inférieure, accompagnés donc des différentes branches destinées au rein, le pédicule rénal. Le rein est donc effectivement en arrière de ce qu'on voit en vert, le péritoine pariétal postérieur, et en avant d'un plan musculaire aponévrotique en arrière, constituant la paroi abdominale postérieure. Le fascia rénal, en orange, qui va venir entourer le rein, est constitué en réalité de deux lames d'aponévrose. C'est une condensation de la graisse périrénale, la capsule adipeuse du rein, qui va me donner deux lames fibreuses. Une lame antérieure, ventrale, qu'on va appeler le fascia pré-rénal, et une lame postérieure dorsale, qu'on va appeler la lame rétro, ou là, le fascia rétro-rénal. La lame, ou là, le fascia pré-rénal, va cheminer en avant du rein, au niveau de la face antérieure ventrale du rein, se fixant sur le bord du île rénal, au niveau donc du bord médial du rein. Il se continuera ensuite, comme on peut voir au niveau de la coupe transversale en pointillé, jusqu'au gros vaisseau, veine cave inférieure, aorte abdominale, c'est-à-dire pour former la gaine vasculaire de l'aorte et de la veine cave inférieure. Même chose pour la lame dorsale, la fascia rétro-rénale, il va cheminer en arrière du rein au niveau de la face postérieure
du rein, se fixant sur le bord du hile rénal au niveau du bord médial et se continuant vers les gros vaisseaux, aidant à constituer la gaine vasculaire de l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure. La lame dorsale est adhérente, elle va être collée au fascia diaphragmatique en haut et elle va être séparée en bas, sur le plan de coupe ici, des fascias recouvrant les muscles grand psoas en médial et carré des lombes en latéral par un corps adipeux, de la graisse, qui est cette fois-ci non pas à l'intérieur de la loge, mais à l'extérieur de la loge rénale. C'est la graisse pararénale, jouant le rôle d'un coussinet, d'un amortisseur pour éviter les traumatismes euh, pour le rein, car c'est un organe qui est bien sûr sujet à qui est menacé par les différents traumatismes de la région lombaire. Ce fascia rénal est le moyen de fixité principal. Il va être accompagné par d'autres moyens de fixité pour fixer le rein au niveau de sa loge rénale. On aura la continuité par le biais du pédicule rénal avec les gros vaisseaux, aorte abdominale et veine cave inférieure, sans oublier la pression abdominale exercée par d'un côté les viscères de la cavité abdominale, ici on peut apercevoir le côlon par le biais de l'angle colique, les différents organes de la région abdominale, de la cavité abdominale qui sont péritonisés sont en avant du rein, ils exerceront une pression sur celui-ci permettant de le maintenir en place. On aura d'une autre part la pression due aux différents muscles, au plan musculaire postérieur. La tonicité de ces muscles-là en postérieur permettra d'appliquer une pression supplémentaire, une pression abdominale supplémentaire sur le rein, permettant donc de le maintenir en place. Cette loge rénale contient, comme on a dit, deux organes, le rein et la surrénale. Sauf que la surrénale n'est pas directement en contact avec le rein, elle est séparée de l'extrémité apicale au supérieur de celui-ci par une lame de fascia, une lame d'aponévrose. Ce n'est rien d'autre que la lame intersurrénalo-rénale. On passe maintenant au rapport anatomique, donc l'anatomie topographique. La face dorsale du rein va être considérée comme étant la voie classique pour aborder chirurgicalement le rein. Elle va être divisée en deux segments car le rein est un organe thoraco-abdominal. Il se situe sous le diaphragme, il est abdominal, mais il a une projection thoracique sur les côtes. Donc on aura un segment du rein qu'il sera en supérieur et qui va se projeter sur le gris costal, sur les différentes côtes. C'est le segment thoracique qui aura des rapports dorsales bien spécifiques et un segment inférieur sous cette ligne noire transversale qui va être nommé le segment lombaire. Il ne va pas avoir une projection sur le gris costal, il aura plutôt une projection sur le plan musculaire postérieur de la paroi abdominale postérieure. Des rapports donc différents sur le plan dorsal postérieur. Le segment thoracique rentrera en rapport, bien sûr, avec le diaphragme, immédiatement avec le diaphragme. La lame dorsale du fascia rétrorénal est adhérente au fascia diaphragmatique. C'est avec le diaphragme qu'on aura le rapport principal ternant. Le diaphragme est une cloison qui est bien sûr non pas complètement close. Elle n'est pas complètement close. Elle possède des orifices principaux laissant passer l'aorte abdominale, la veine cave inférieure, l'œsophage, mais aussi des orifices ou des hiatus secondaires, accessoires. Parmi ces hiatus-là, on a un hiatus qui va nous intéresser entre les fibres musculaires lombaires du diaphragme et les fibres musculaires costales du diaphragme. C'est le hiatus costo-lombaire. Ce hiatus-là est important car il va permettre de faire communiquer le rein avec le tissu adipeux qui va l'enrouler, avec le tissu adipeux de la cavité thoracique, en endothoracique, principalement avec une structure thoracique qui a déjà été étudiée, la plèvre. Donc le rein aura un rapport avec le récessus costodiaphragmatique ou là, le cul-de-sac costodiaphragmatique de la plèvre, réunissant la plèvre pariétale costale et la plèvre pariétale diaphragmatique. Ce cul-de-sac-là va communiquer donc avec le rein par le biais de cette déhiscence, de ce hiatus costo-lombaire, ce qui fait que dans les cas d'infection rénale, on peut avoir une atteinte pleurale et donc avoir un épanchement pleural. Encore plus en arrière de ce récessus costodiaphragmatique, on aura bien sûr
le rapport avec les côtes. Le rein droit étant plus bas situé que le gauche, il n'aura un rapport qu'uniquement avec la dernière côte, la 12e, à droite. Tandis que le rein gauche, situé un peu plus haut, il aura un rapport non seulement avec la 12e côte, mais aussi avec la 11e côte. Le segment lombaire, quant à lui, en bas, va avoir des rapports essentiellement avec un plan musculaire aponevrotique de la paroi abdominale postérieure. D'abord, il rentrera en rapport avec le corps adipeux pararénal, celui, donc la graisse pararénale, jouant le rôle, comme on a dit tout à l'heure, de coussinet, d'amortisseur pour les différents chocs ou alors les traumatismes du rein. Et par le biais de cette graisse pararénale, il entrera en rapport encore plus en arrière avec les muscles psoas et carré des lombes. Le muscle psoas est le muscle présent ici en médial et le muscle carré des lombes est présent en postérieur et en latéral. Deux muscles qui vont se coller, qui vont avoir une attache sur le rachis lombaire. Le psoas avec le faisceau, avec le chef iliaque théo va aider à former un muscle qui n'est rien d'autre que l'iliopsoas, un muscle de la hanche venant s'insérer, se terminer sur le petit trochanter et dans la flexion de la hanche. Il aide aussi donc à former la paroi abdominale postérieure. Ce muscle psoas est accompagné donc, comme on a dit, par le carré des lombes, un muscle important dans la région lombaire, le voilà. Il aura une attache sur la 12e côte, sur les apophyses transverses du rachis lombaire et sur la crête iliaque, permettant donc de former en latéral la paroi abdominale postérieure. Ces muscles-là vont être recouverts par leur fascia. Et le fascia du carré des lombes va nous venir directement d'une région aponevrotique dans le bas du dos qui n'est rien d'autre que ce qui est visible ici en violet, le fascia thoraco-lombaire. Ce fascia thoraco-lombaire possède donc plusieurs lames d'aponévrose. La lame aponevrotique antérieure va permettre de revêtir le carré des lombes et ensuite se continuer par visible ici au niveau de la coupe transversale, se continuer par le fascia transversalis, venant donc constituer une lame aponevrotique encore plus en interne que le muscle transverse de l'abdomen, constituant aussi un rapport postérieur du segment lombaire. Encore plus en superficiel, en arrière de ces muscles-là et de ces aponevroses, de ces fascias, on va avoir deux points faibles anatomiques. Le premier point faible anatomique de la paroi abdominale postérieure, c'est le quadrilatère de Greenfeld. Quadrilatère de Greenfeld, en forme ici de rectangle visible ici, est formé par les muscles suivants. Il est formé par les muscles érecteurs du rachis de cette zone-là qu'on peut nommer la masse sacro-lombaire, formé aussi par le petit dentelé, le dentelé postéro-inférieur, et aussi par l'oblique interne, le petit oblique, un muscle large de la paroi antérolatérale de l'abdomen, formant avec la 12e côte ce fameux quadrilatère de Greenfeld, un point faible anatomique par lequel on peut observer à l'intérieur la tunique donc du carré des lombes. Un autre point faible anatomique un peu plus à distance est le triangle lombaire de Jean-Louis Petit. Le triangle lombaire inférieur est formé, il est encore plus en superficiel bien sûr, et il est formé par le grand dorsal, muscle superficiel, connu des amateurs de musculation, qui va délimiter avec l'oblique externe, le grand oblique et la crête iliaque, le fameux triangle de Jean-Louis Petit, visible au niveau de ce schéma. Grand dorsal, oblique externe, crête iliaque, aideront à former ce point faible anatomique. Dernier rapport anatomique du segment lombaire. Pour les rapports ventrales, ils diffèrent selon le rein droit et le rein gauche. Le rapport essentiel est bien sûr la racine du mésocolon transverse qui va aider à diviser la cavité abdominale en un étage sus-mésocolique et un étage sous-mésocolique. Les reins ne font pas exception, à part le rein droit. Le rein droit est traversé par, et on va avoir un rapport avec le mésocolon, avec la racine du mésocolon transverse, mais très en inférieur, ce qui fait qu'il va être presque totalement sus-mésocolique et va rentrer en rapport avec les éléments de l'étage sus-mésocolique de l'abdomen. La partie descendante du duodénum, le D2, la face caudale du lobe droit du foie, qui est visible ici au niveau de ce schéma, au niveau de cette coupe sagittale, la face viscérale du foie, par laquelle le rein va laisser une empreinte. Et en inférieur,
au niveau de l'étage sous-mésocolique, on aura l'angle colique droit entre le côlon ascendant et le côlon transverse. Pour la face ventrale du rein gauche, le rein gauche sera donc divisé en deux étages, lui, par la racine du mésocôlon transverse, un étage supérieur en rapport avec les éléments de l'étage sus-mésocolique et un segment inférieur en rapport avec les éléments de l'étage sous-mésocolique. L'étage supérieur entrera en rapport avec la rate, la queue du pancréas et l'estomac sectionné au niveau de ce schéma par le biais d'un diverticule de la cavité péritonéale, la bourse omentale ou alors l'arrière-cavité des épiplombs. En bas, le segment inférieur entrera en rapport avec les anses jéjunales, donc le jéjunum de l'intestin grêle, la partie gauche euh, du mésocôlon, du côlon transverse et l'angle colique gauche, bien sûr. Pour les rapports latéraux, latéralement, le rein sera revêtu par du péritoine pariétal postérieur. Et ce péritoine pariétal postérieur va se réfléchir, formant une gouttière, un espace entre en bas le côlon, les côlons ascendants et descendants, et la paroi abdominale latérale. C'est la gouttière pariétocolique visible au niveau de ce schéma qui a été étudié le cours sur le péritoine. Le bord médial, lui, rentrera en rapport à distance avec l'aorte abdominale sur la gauche et la veine inférieure sur la droite. Si on veut détailler encore plus, le bord médial va contenir surtout le hile rénal. C'est un orifice laissant passer les éléments du pédicule rénal, artères et veines rénales ou même nerfs rénaux. Ce hile va permettre donc de diviser le bord médial en une partie suprahilaire au-dessus du hile qui entrera en rapport avec les glandes surrénales et une partie infrahilaire entrant en rapport avec les urtères. Les extrémités apicales et caudales, l'extrémité apicale rentrera en rapport avec les glandes surrénales, la caudale peut rentrer plus à distance en rapport avec les vaisseaux gonadiques, mais on retiendra que l'extrémité caudale inférieure du rein droit restera à distance d'environ 3 à 4 cm de la crête iliaque droite, tandis que le gauche, l'extrémité caudale du rein gauche, située un peu plus haut, restera lui à distance d'environ 5 cm de la crête iliaque de l'os coxal gauche. Pour la structure histologique de notre rein, le rein est constitué d'un tissu fonctionnel nommé le parenchyme rénal qui sera encapsulé par une première capsule, la capsule fibreuse contenant donc des fibres musculaires lisses et surtout des fibres conjonctives, des fibres élastiques par exemple, et une deuxième capsule, la graisse, le tissu adipeux périrénal, c'est-à-dire la capsule adipeuse du rein. À l'intérieur donc de notre rein, on retrouvera une cavité qui sera creusée, qui fera suite au hile rénal, le bord médial. C'est le sinus rénal. C'est une partie dans laquelle le rein va contenir les différents vaisseaux du pédicule rénal, donc artères et veines, et surtout les voies excrétrices, calice mineur, puis majeur, et ensuite le bassinet, le pied-long ou là le pelvis rénal. Le parenchyme rénal, sur une vue macroscopique, sur une coupe frontale du rein, va présenter à décrire deux parties. Une partie périphérique, une partie externe d'une couleur rouge-brun qui va présenter des petits points, des granules. Elle sera d'aspect granuleuse. Cette substance-là, c'est la substance corticale qu'on nommera le cortex. Cette substance corticale contiendra plusieurs parties. Une partie très superficielle qu'on nommera le cortex superficiel, des colonnes qui viendront s'immiscer entre ces fameuses pyramides, c'est ce que l'on appelle les colonnes de Bertin, et une substance qui viendra s'immiscer entre ces petites pyramides-là, qu'on appellera les pyramides de Ferrin. Cette substance-là formera le labyrinthe de notre substance corticale. Deuxième substance, deuxième partie de notre parenchyme rénal, c'est la substance médulaire, la médula. Elle va avoir, d'un point de vue macroscopique, un aspect un peu plus foncé. Elle va être constituée de 8 à 10, voire un peu plus, pyramides rénales, ces fameuses structures triangulaires qui sont en forme de pyramide, qu'on appelle les pyramides de Malpighi. Elles vont avoir un sommet
qui est orienté vers les voies excrétrices, s'ouvrant par le biais de papilles au niveau des calices mineurs ici, les premières voies excrétrices de l'urine. La base tehom va s'ouvrir, va présenter d'autres petites pyramides qu'on nommera les pyramides de Ferrin. Ces pyramides-là, de Malpighi et de Ferrin, aideront donc à décrire la substance médulaire. On associe à la pyramide de Malpighi le lobe rénal et on associera à la pyramide de Ferrin le lobule rénal, permettant donc la subdivision fonctionnelle du rein. Le sinus rénal, comme on a dit, c'est une cavité qui s'ouvre par le biais donc du hile rénal, présentant donc des vaisseaux rénaux, artères et veines rénaux, mais aussi les différentes voies excrétrices, calice et pelvis rénal, bien sûr. La vascularisation artérielle du rein est de type terminal. La distribution est de type terminal, ce qui fait que les différentes branches de l'artère, des artères rénales vasculariseront un seul territoire donné. On présente à décrire 5 segments importants en chirurgie pour le rein, en chirurgie conservatrice bien sûr. 4 segments visibles sur une vue antérieure, c'est le segment supérieur, segment antéro-supérieur, antéro-inférieur et le segment inférieur. Un seul segment visible sur une vue postérieure, c'est le segment postérieur et bien sûr sur cette vue postérieure, on peut apercevoir une partie du segment supérieur et du segment inférieur à ce niveau-là. Pour l'artère rénale est une branche collatérale de l'aorte abdominale, une branche viscérale destinée au rein. Elle naîtra des faces, ou du moins des côtés latéraux de l'aorte abdominale à hauteur de L1, de la première vertèbre lombaire. De là, elle va arriver au niveau du hile rénal, donnant 2 branches, se divisant en 2 branches. Une branche antérieure qui va passer en avant du pied long, en avant du pelvis rénal, c'est la branche ventrale prépiélique. Elle croisera la face ventrale de ce pelvis et se divisera pour donner des artères segmentaires destinées aux différents segments du rein, qu'on appellera aussi les artères lobaires. On aura une artère lobaire ou la segmentaire supérieure, artère lobaire ou segmentaire antéro-supérieure, antéro-inférieure et inférieure. Deuxième branche dorsale de l'artère rénale, c'est la branche rétropiélique, car elle va passer en arrière de notre pied long. Elle contournera le bord supérieur du pelvis rénal, elle longera le bord postérieur dorsal du hile rénal et se ramifiera et donnera donc des rameaux pour le segment postérieur de notre rein. Donc, les artères lobaires ou segmentaires se diviseront chacune en artères interlobaires. Ces artères interlobaires donneront ensuite les artères arquées, formant des arcades artérielles ici autour des pyramides de Malpighi. Et ces arcades, ces artères arquées ou arciformes, donneront ensuite des artères interlobulaires, cheminant donc entre les pyramides de Ferrin, assurant donc la vascularisation du parenchyme rénal. La capsule adipeuse, elle, du rein, sera vascularisée par des branches qui peuvent être issues de l'artère rénale, des artères surrénales, gonadiques, testiculaires ou ovariques, parfois même les artères coliques, droite et gauche, lombaires ou même directement de l'aorte abdominale. Les artères, donc la vascularisation de la capsule adipeuse est donc régie par de multiples variations anatomiques. La vascularisation veineuse va être globalement satellite de celle des artères. Elles naîtront par le biais de veines interlobulaires, qu'on nomme aussi les veines radiales, qui donneront ensuite les veines arquées, les arcades veineuses à Doma, qui se réuniront pour donner des veines interlobaires, pour nous donner ensuite les veines segmentaires, ou alors les veines lobaires, qui se réuniront pour donner la veine rénale. En plus de ces veines-là, on peut citer donc les veines étoilées, donc les veines stellaires au niveau de la région corticale, et même les veines droites de la région médulaire qui viendront être drainées eux aussi par cette vascularisation, ce réseau de veines au niveau rénal.
La vascularisation lymphatique, le drainage lymphatique se fera par le biais de deux plexus, hein, des vaisseaux lymphatiques au niveau du parenchyme rénal, intrarénal, et un plexus lymphatique capsulaire pour drainer les capsules fibreuses et adipeuses. Les deux plexus aboutiront donc à donner la lymphe vers des lymphonoeux para ou latéraux aortiques et caves qui auront pour but de ramener la lymphe au niveau de la citerne de Schill, euh, origine donc du canal thoracique, permettant donc de faire revenir la lymphe euh, au confluent jugulo-subclavier veineux gauche et donc de faire revenir la lymphe au niveau de la circulation veineuse. L'innervation, elle, va être bien sûr de nature végétative, sympathique et parasympathique, issue du plexus rénal formé par plusieurs neurofibres qui nous viennent soit des ganglions cœliaques de la région cœliaque de Luschka ou alors des ganglions aortico-rénal permettant l'innervation de ce rein. L'exploration du rein se fera soit par scanner, ici on a un cliché par scanner, par TDM, qui permet d'observer ici en coupe transversale les deux reins Tewana, avec ici la vertèbre lombaire bien individualisée, ou alors par urographie intraveineuse, injection de produits de contraste permettant d'observer l'appareil urinaire. Ici, on peut distinguer le rein, les différentes voies excrétrices, avec les calices, le bassinet et les fameux uretères bien individualisables sur ce cliché. Les pathologies les plus fréquentes au niveau rénal sont bien sûr les inflammations du rein, les néphrites, les calculs rénaux qui peuvent donc boucher, hein, les voies excrétrices. On peut avoir un rein qui peut subir donc une polykystose, donc des kystes au niveau du rein. Ça peut être une maladie héréditaire bien sûr. Et bien sûr, le stade supérieur ultime, le climax des pathologies rénales, c'est l'insuffisance rénale. Et si on a une insuffisance rénale, la dialyse deviendra dans ce cas-là obligatoire pour la survie de l'individu. C'était tout du coup pour être le résumé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, pras la khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.